Bar Automobile, négociant et mandataire automobile depuis 30 ans, présente Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio pour Au cœur de la mêlée. 1 heure pour parler de rugby, pour revenir évidemment sur l'énorme victoire de l'équipe de France au Pays de Galles 54-12. Pour passer cette heure avec nous, Philippe Spanghero est là, tout comme Jean-Baptiste Elissalde. Et puis Daniel Herrero et François Trio sont toujours en notre compagnie depuis Cardiff. Et puis Clément Combe est également avec nous pour parler rugby. On parlera évidemment aussi de cette journée de top 14 avec le podium de Jean-Baptiste Elissalde et de Philippe Spanghero. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Et on va pas perdre de temps, on va aller directement à Cardiff. J'en profite juste rapidement pour saluer Jean-Baptiste Elissalde et Philippe Spanghero. Mais François, quelle est l'ambiance là depuis Cardiff après ce beau succès français? On a vu qu'il y avait beaucoup de Français dans le stade. Quelle est l'ambiance là? Les Français savourent, autant les joueurs que les supporters et que les commentateurs. On est avec Daniel, on apprécie de voir ces Français qui prennent le temps de faire le tour d'honneur. Ils saluent les supporters, ils rigolent avec eux. Et même Charles Olivon qui a retiré ses crampons, qui est pieds nus sur cette pelouse mythique de Cardiff. Voilà pour ce score 54-12, Daniel. C'est vrai qu'on les voit heureux, ils se parlent, ils discutent. On voyait Maxime Lamotte avec Julien Marchand, ils sont pourtant adversaires. Vraiment rivaux en club, et là ils sont partenaires. Vraiment on sent cette osmose. Incontestablement, cette équipe de France, elle dégage un gros potentiel de sympathie, mais qui est basé sur on les sent extrêmement solidaires, ils sont très respectueux les uns des autres, ils sont très enthousiastes à voir les autres briller à côté d'eux. Tu vois, il y a ces sens-là qui apparaissent, quoi. Il y a incontestablement, ça s'appelle de l'osmose, de l'harmonie. Enfin bon, c'est très huilé dans les relations. Il y a un esprit club, hein. Ouais, on pourrait dire qu'il y a un esprit club qui est créé. Là, il est créé par le talent de ces joueurs, sans doute aussi par quand même la direction du groupe France, sa manière de gérer ce collectif-là. Dans le stade qui n'était pas plein, on vous l'a déjà dit plusieurs fois, le stade il ne s'est pas très très vite vidé, il a encore quand même beaucoup de monde, et il est de tradition maintenant, mais plus ou moins bien réalisé, avec plus ou moins de qualité. On dira que les deux équipes fassent de façon séparée, mais un tour d'honneur à la fin du match, et on voit que dans le stade, les 5 ou 6 ou 7 000 supporters français sont restés. Les Français font le tour d'honneur à petits pas, je dirais, mais avec cette allure, j'allais dire, des corps gais d'une équipe joyeuse, d'une équipe tranquille. Voilà, on salue, on remercie le public, on est content, ça bavarde, et on sent comme ça quelque chose d'assez paisible et d'assez heureux, d'assez serein en conséquence. Il faut dire que le score quand même atteste cette légitimité, on dira. Et puis vous avez derrière les Gallois. Les Gallois, ils font aussi le tour d'honneur, et ils sont tous ensemble. Enfin, ils sont un peu étirés dans la longueur, mais on sent qu'ils ont eux les épaules lasses, les épaules basses. On lit pas la qualité, enfin la lourdeur de leurs paupières, mais on pourrait le faire même de loin, tellement leur allure est lente. Ils font le tour d'honneur, ils remercient quand même. Je pense qu'il n'y a que les Français qui les applaudissent, parce qu'il n'y a plus à avoir beaucoup de Gallois dans le stade. Peut-être un peu sauver l'orgueil ou l'honneur de l'âme galloise, sauvée par un essai à la dernière minute. Les Gallois vont marquer cet essai à l'ultime seconde du match, et ça donne, le public d'abord a rejailli, un tantinet, ou tout au moins quelque chose a jailli du public, une poids, une parole, une douleur peut-être, ou une satisfaction incontestable, et ça fait que, ma foi, ce tour d'honneur, derrière ce score considérable, on vous rappelle, 52 à 14, 54 à 12. 54 à 12. Plus 42. L'an dernier, plus 42. Ouais, on a fait plus 43. Cette année, on a fait plus 42. Voilà, mais tu vois. On est dans notre moyenne. Voilà, les Français. Alors, on est, à la limite, on est plutôt. La mission est remplie. Le déroulement a été celui espéré, je dirais. Les joueurs en place, joueurs volontaires, joueurs joyeux, joueurs volumineux. Système de jeu dont on attend toujours un peu la confirmation quand même de match en match, mais incontestablement basé sur le volume, la circulation, l'entreprise, la recherche des extérieurs, le déplacement des défenses, l'étirement des défenses adverses par le volume important de passes, faisant confiance en cela, pas
un grand jeu au pied, très peu de jeux au pied défensifs dans ce match. Les jeux au pied français ont presque tous été de nature offensive, d'ailleurs ceux des Gallois aussi, et ce qui donne à ces intentions de jeu pour les coqs de France, pour les Français, ce qui donne l'idée qu'on a déplacé un peu le curseur stratégique vers le mouvement, de sûr. Ça se voit, ça s'est vu nettement la semaine dernière. Alors aujourd'hui ça s'est vu encore de façon plus flagrante, parce qu'en faisant énormément de passes et en les faisant plutôt bien et parfois même avec brio, tu vois, ça valorise ces intentions de trouver des espaces, des intervalles, des espaces de débordement. Non pas des exploits individuels, mais valoriser un mode de jeu qui est aussi basé non pas par la fracture de la défense et le frontal, mais par l'étirement de la défense et l'ouverture d'espace. Voilà, si ça se confirme, aujourd'hui c'est quand même une confirmation par rapport à la semaine dernière. On attend maintenant avec impatience des Italiens dont on nous dit, ou de ce que nous en avons vu, qui sont quand même particulièrement performants, en bon état moral et probablement même avec un esprit ambitieux qu'ils n'ont pas souvent vu. Et ensuite on sait qu'on aura l'Écosse derrière. Tout le monde dit le Chelem s'annonce dans l'aisance. Italie puis Écosse. Italie puis Écosse. On sait que aussi les Italiens auraient pu hier, ou auraient même dû gagner contre les Irlandais en Irlande. Et hier, nul n'ignore que les Écossais ont donné une petite leçon aux Anglais. Donc les perspectives à venir pour le 15 de France sont extrêmement intéressantes. Avant le match que tout le monde attend, mais enfin qui n'est pas forcément pour l'instant tout au moins la préoccupation numéro 1, c'est ce système de jeu et le talent déployé par les Français est-il une signature plus quasiment, je ne veux pas dire définitive, mais une signature majeure du temps du 15 de France en ce moment. En tout cas, et pour conclure, Quentin, c'est vrai que cette victoire, elle offre la place de leader à l'équipe de France, seul leader avec 10 dans points, 10 points dans ce tournoi destination 2026. Départ parfait donc pour l'équipe de France. Merci beaucoup Daniel d'avoir été avec nous. Merci aussi à toi François. On va rentrer maintenant dans le débrief avec Jean-Baptiste Elissalde et avec Philippe Spanghero. Alors Jean-Baptiste, tu as entendu Daniel sur ce changement stratégique, le fait d'aller beaucoup plus chercher les ailes. Est-ce que tu es d'accord toi avec ça? Est-ce que c'est ce que tu as constaté ou c'est plus circonstanciel face à la faiblesse de l'adversaire? Non, je suis à la fois, oui, un peu d'accord parce que le jeu était bien plus aéré. On est obligé d'être d'accord avec Daniel. Ouais, oui. De toute façon, on écoute toujours les anciens. Voilà. Et j'ai été éduqué comme ça, donc ils ont toujours raison, même quand ils ont tort. Alors donc, on a été, oui, ça peut donner cette impression sur les derniers matchs. Je pense qu'on a, alors en étant un peu dans l'excès, peut-être joué les deux équipes les moins en forme, et en ce qui concerne les Gallois, les plus faibles et de loin de ce tournoi. Donc, je resterai convaincu que le tournoi basculera en Écosse et on verra ce qui se passera. En fait, le jeu de l'équipe de France reste quand même à peu près le même que par le passé, c'est-à-dire que la première des choses, c'est qu'on joue très haut dans le terrain. Les 5 ou 6 coups de pied premier de Dupont, de Ramos et de Jalibert sont très très loin dans le camp adverse. C'est les Gallois remontent le ballon et la jouent. Et là, la deuxième partie de notre jeu, c'est la force collective qu'on a en défense. On est beaucoup mieux organisé. Ça vient du profil de nos joueurs aussi, avec 5 hybrides sur le terrain. On circule très bien. On n'est pas à la faute, que 2 pénalités encore en 55 minutes. Et on récupère des ballons. Alors, soit ceux qui sont rendus par les Gallois aujourd'hui, soit ceux qui sont dégueulés par les Gallois aussi sur la ligne de front. Et quand on récupère ces ballons sur la transition, on est dantesque. Aujourd'hui, on a passé encore la semaine 21 offloads. Aujourd'hui, on en a plus de 25 et pour la moitié, ce sont notre 10 et notre 15 qui sont au fond de terrain qui les font. Et là, sur les transitions, sur le French flair, comme on peut l'appeler, je sais pas, sur ces fulgurances collectives et ces éclairs individuels, on transperce les défenses avec une facilité déconcertante. Et la dernière chose qui change, et là je suis d'accord avec Daniel, c'est sur notre animation dans le jeu placé. L'équipe de France joue un peu plus après le 10 qu'elle ne jouait auparavant. Elle était beaucoup centrée autour de Dupont et autour des avants dans un jeu de puissance, de frontal comme il l'a dit. Là, on aère un peu le jeu et après le 10, les 10, je dirais aussi, parce qu'on a vu dans la première partie du match quasiment
Ramos jouait plus à l'ouverture et Jalibert en position de bridger derrière les avants, accélérateur du jeu pour jouer en pivot, qui lui a fait les différences. Et c'est là qu'on a vu ses couloirs touchés et ce que vous avez ressenti en direct sur le stade. Clément, tu as une petite stat justement pour étoffer les propos de Jean-Baptiste. Même plusieurs sur les stats offensives qui appuient ce scénario où l'équipe de France a su dominer ballon en main, 782 mètres parcourus ballon en main, 17 franchissements à 6, 217 passes aussi effectuées par l'équipe de France avec les 25 offloads aussi. Et donc, les 22 ballons perdus, c'est là que je vais me diriger vers Philippe. On sent aussi que ce jeu, je crois que c'est le même nombre de ballons perdus que le week-end dernier, qu'il y a 10 jours face à l'Irlande dans un scénario de match différent. Mais est-ce que finalement, cette ouverture vers le large, avec peut-être plusieurs facteurs qui expliquent aussi cette production offensive, est-ce que ça n'amène pas aussi ce déchet-là qui se comprend du coup un peu plus facilement ? Pas forcément, je crois que ça c'est un peu le point noir aujourd'hui. On reviendra après sur toutes les certitudes qu'on est en train d'acquérir. Alors encore une fois, à remettre en perspective avec les oppositions qu'on a eues, mais il y a quand même beaucoup de satisfaction collective et individuelle. Ça c'est le point noir, on l'a dit, 17 franchissements. Et puis on retrouve ce qui a fait la signature de l'Air Galtier, c'est beaucoup d'efficacité sur les ballons de récupération, Jean Baladi. Mais finalement c'est sur notre production qu'on pêche un peu sur la finition et sur les dernières passes. Voilà, on a été beaucoup plus efficace pour moi sur les ballons de récupération que sur notre propre production. Donc non, c'est pas forcément, ça va pas forcément de pair d'aller au large. Alors bien sûr, on a des profils de joueurs qui nous permettent d'aller sur les extérieurs, de faire des différences. On reviendra encore sur la performance de Biel Biarré, Atis Ogbe, qui sont des joueurs qui vont très vite, qui sur les 1 contre 1 sont capables vraiment de faire des différences et de breaker. Mais en tous les cas, c'est le point noir du jour, c'est cette défaillance sur la finition. Messieurs, dans un instant, je vais vous demander un mot pour désigner cette rencontre. Voilà, un seul mot pour désigner cette rencontre. Ce sera dans un instant dans le cœur de la mêlée sur Sud Radio. On revient tout de suite. On est ensemble sur Sud Radio pour au cœur de la mêlée jusqu'à 19h pour revenir sur la prestation de l'équipe de France face au Pays de Galles. Succès français 54-12. L'équipe de France qui prend seule la tête de ce tournoi des 6 nations. Et puis on parlera évidemment top 14 pour finir cette heure avec le podium de Jean-Baptiste Elissalde et de Philippe Spanghero. Alors messieurs, juste avant de faire une petite pause, je vous ai demandé de réfléchir à un mot pour désigner cette rencontre entre l'équipe de France et le Pays de Galles. Alors on va commencer par toi, tiens Philippe Spanghero, quel est ton mot pour décrire ce match ? Probante. Comment ? Probante. Probante, très bien, mot probante. Jean-Baptiste, toi, un mot pour décrire la rencontre ? Deux. Nouveauté, nouveau-né. Nouveauté, nouveau-né, très bien. Et Clément, un petit mot ? Largesse. Largesse. Largesse, j'ai vérifié la définition. Disposition à être généreux. Et je trouve que ça rejoint sur plusieurs points ce qu'ont dit nos deux consultants. Écoute, je propose qu'on commence avec Jean-Baptiste Elissalde. Donc, pourquoi cette idée de nouveau-né, de nouveau jeu Et de nouveauté. Non, ouais, pas de nouveauté. J'ai une nouveauté, nouveau jeu, nouveau-né. Oui. Alors, pourquoi, à votre avis ? De qui je parle ? Alors, Boboiry, j'imagine. Il y a un chouchou, de toute façon, il y avait peu de suspense. J'avais 2 bouquets de fleurs à offrir en week-end de Saint-Valentin. Le premier, c'était à ma femme. Et le deuxième, c'était à Boboiry. Bon. Voilà. Et donc là, il t'a enthousiasmé ? Il a été... je n'en doutais pas, je vous l'ai dit hier soir. Il a été juste en attaque, devant la défense, excellent dans les 1 contre 1. Le premier défenseur qu'il a en face de lui, il est toujours sur les genoux et lui est toujours debout. Il a été précieux en défense. Et je crois qu'il a pas loupé un plaquage et il a fait un travail de l'obscur sur les larges inversions défensives. C'est-à-dire que quand tu plaques ou que tu plaques pas, que t'es à l'autre bout du terrain pour revenir côté source pour bloquer les retours des attaques. J'avais pas vu les stats de Boboiry pour aller dans ton sens quand tu parles de plaquage, pas manqué. 17 plaquages réussis. Sur 17. Voilà, messieurs. Je les avais pas non plus, mais j'ai fait une fixette sur le fait. Attends, mais 8 défenseurs battus, Boboiry. Mais un franchissement, 90 mètres par... Franchement, là, c'est la stat la plus impressionnante. Reste quand on parle de ce scénario avec un jeu très ouvert, très offensif, la stat la plus impressionnante, c'est le 17 sur le 17. Non, mais du coup, je comprends pourquoi le bouquet de fleurs à Boboiry. Mais de toute façon, on a senti qu'il avait pris la mesure de l'événement dès son premier ballon. Il casse 1 ou 2 plaquages et il arrive à retourner dans le centre du terrain alors qu'il n'avait pas
ballon facile à prendre et directement il s'est mis dans le bain de ce match. Mais finalement la paire de centres paloise a été rapidement aussi intéressante puisque les deux ont marqué déjà, Jean-Baptiste. Ouais, les deux, et puis Atisogbe, comme on en a parlé, c'est aussi une récompense du travail fait à Pau. Mais sincèrement, j'en doutais pas. Alors Gaëton, c'est pas une découverte, Atisogbe non plus. Ils ont entre guillemets un peu plus l'habitude d'être là-haut. Mais alors là, ça va par contre, ça va redistribuer un peu les cartes. Alors je sais pas si ça sera à très court terme. Il faut se gratter la tête là. À moyen terme ou à long terme. Je sais pas comment ça va se passer dans la temporalité, mais en tout cas, il va compter pour le jeune là. Jean-Baptiste, est-ce que ça vient relancer, ou confirmer plutôt l'idée que au centre, ça fonctionne par paire et qu'il faut associer des paires de clubs? Est-ce qu'on pourra avoir une troisième paire la semaine prochaine avec un Barassi? Oui, en fait, en fonction des différents facteurs, blessures ou autres, on a vu la paire de l'UBB l'an dernier qui est techniquement la semaine dernière, qui est techniquement la paire titulaire, mais derrière il y a Broboire et Gaëton, il peut très bien y avoir Gourg Barassi aussi. C'est facilitant, on peut dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, s'il y avait eu un Brobois-Rigourg ou un Barassi Gaëton ou un deux porteurs, etc. C'était le même. La solution était la même. Je pense, parce que voilà. Alors après, tout ce qu'on dit aujourd'hui, il faut vraiment faire attention à ce qu'il y avait en face. C'est-à-dire que on verra à l'épreuve du temps. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça va redistribuer les cartes. Alors je sais pas comment, si c'est vraiment du court terme et si là il a gagné sa place, on va voir si Moefana revient. Si c'est du moyen terme et ça sera peut-être pour la Coupe du Monde ou un peu après, ou si c'est du long terme peut-être dans 2 ans, 2 ou 3 ans, mais en tout cas, ce garçon va compter, c'est certain, j'en étais persuadé, et là ça ne fait qu'appuyer ce que je pensais. Philippe, toi tu as choisi le mot probante pour qualifier cette victoire, alors dans le jeu forcément et au score aussi. Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans cette équipe? Est-ce que c'est encore une fois de voir Jalibert marcher sur l'eau dans cette rencontre? Est-ce que c'est les choix de Fabien Galtier d'aligner encore une fois donc ces 5 troisième lignes pour faire son 8-2 devant? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce match, Philippe? C'est un peu tout ça à la fois, c'est-à-dire qu'on avait déjà vu les prémices de ces stratégies payantes contre l'Irlande. C'est confirmé aujourd'hui, encore une fois, Jean Baladi à remettre en perspective avec l'opposition, mais malgré tout, ça confirme en effet cette stratégie d'avoir 5 troisième lignes quasiment sur le paquet d'avant a encore été payante aujourd'hui, avec encore une énorme prestation de Charles Olivon, un match solide de Guillard. J'ai trouvé Anthony Gelon un peu plus emprunté aujourd'hui, mais bon, encore quand même précieux. Et puis Jalibert, bien sûr, qui s'installe dans la confiance. Alors c'est des matchs pour lui, forcément, mais au-delà de l'animation offensive, ballon en main, je l'ai trouvé quand même très très précieux dans sa gestion du jeu au pied, dans l'alternance du jeu au pied, le jeu long, les petits par-dessus. Il a trouvé des solutions juste derrière la défense. Il a fait le match quasiment parfait. C'est pas pour rien qu'il est l'homme du match. Et puis aussi, s'était posé la question au moment de la composition de ce groupe, de la sortie de Penaud qui nous a tous surpris, expliqué par Fabien Galtier et son staff, par son déficit un peu sur le jeu aérien. Et le jeu aérien, c'était une question. On n'y avait pas complètement répondu contre l'Irlande. Et aujourd'hui, on a eu de quoi être servi quand même parce que les Gallois nous ont arrosés. Et on fait quand même un match très très propre à ce niveau-là. Donc voilà, pas mal de réponses quand même, de confirmation par rapport à ce qu'on avait vu la semaine dernière. Là-dessus, tu partages l'avis de Philippe, Jean-Baptiste, sur le jeu aérien. Tu es rassuré aussi ? Ouais, oui, je partage à 90% parce que je crois que la semaine dernière on avait fait quand même une très belle prestation. Alors on les avait pas pris tous de volée. Il y a eu pas mal de second ballon. Ouais. Voilà, mais là on est redoutable encore aujourd'hui, parce que même sur les frappes, quand ça nous retombe dans les bras, et c'est là d'où viennent les offloads on en parlait tout à l'heure surtout de Jalibert et de Ramos, c'est que, et là en une ou deux passes on casse la ligne, et des fois il en suffit que d'une pour laisser Datisogbe un moment à gauche là, et des fois il en suffit d'un peu plus, mais non, mais on est dans la continuité de ce qu'on a vu la semaine dernière. Maintenant je vous dis, on a peut-être joué les deux équipes les moins en forme, et certainement là on a joué l'équipe la plus faible et de loin du tournoi.
Ouais, ça, Après, moi, j'ai une question pour Jean-Baptiste dans la stratégie générale de ce qui se dessine de Fabien Galtier. C'est vrai qu'on a vu, notamment en première mi-temps, beaucoup d'alternance où Ramos a plus quasiment pris le poste de numéro 10. Est-ce que ça, c'est vraiment lié au profil de Mathieu Jalibert? Est-ce que ça aurait été différent avec Romain Ntamak, ou est-ce que c'est une vraie volonté du staff de se servir aussi de Thomas Ramos dans ce registre-là de façon générale? Alors, c'est un peu le fil conducteur qu'on a avec nos confrères du journal L'Équipe pour lequel je bosse là. On fait un focus là-dessus. En fait, je pense que ils sont pas adaptés à Mathieu Jalibert. Si je devais défendre contre l'équipe de France, je ferais attention à deux choses. C'est quand ils sont dans les couloirs, ils reprennent un peu les mêmes animations qu'ils avaient dans le temps, avec deux cellules d'avant qui viennent après Dupont pour retaper une fois aux alentours des 15 mètres, deux fois vers le milieu de terrain et tourner avec les trois quarts autour. Mais quand ils arrivent directement sur les tiers-terrain, c'est-à-dire en dehors des 15 mètres, proche des 15 mètres, là ils passent par le 10. Et que ça soit Ramos qui joue en 10 ou Dupont ou Jalibert qui joue en 10, c'est les mêmes chemins. On a même vu Ramos prendre 2 fois la main sur les 2 premières attaques et sur ses tiers-terrain en position numéro 10, et Jalibert être le bridger, c'est-à-dire le joueur qu'on a derrière ces lignes d'avant qui sont après le 10 et qui tourne autour avec ce jeu en pivot pour accélérer le jeu. Et ça s'est reproduit 2 fois, et ça c'est une nouveauté. Avant, ils avaient toujours à peu près la même chaîne offensive. Là, il y a un peu plus d'alternance, notamment là-dedans. Ça correspond aux qualités de Jalibert, mais je pense que si Romain était sur le terrain, c'est un plan plus stratégique et qui correspond plus à notre profil, notamment avec les hybrides qui se replacent plus facilement au milieu du terrain qu'une adaptation à Mathieu. Après, Jean-Baptiste, pour confirmer ça sur la position aussi de quel joueur est en numéro 10, Mathieu Jalibert, il est à 21 passes aujourd'hui. Thomas Ramos est à 36. Donc c'est aussi à savoir, comme tu le confirmes, ce n'est pas uniquement le rôle de Mathieu Jalibert, ouais. C'est qui est-ce qui vient en 10 aussi. C'est ça, et je pense que si c'était Romain Ntamak ou toi, on jouerait pareil. Ou Philippe même. Voilà. Oui. Alors peut-être Philippe plus que Clément, mais sans vouloir être méchant avec Clément, hein, bien évidemment. Mathieu, mais j'avais une question. Moi, la semaine dernière, je me posais la question. Je me suis dit, est-ce qu'il s'adapte à Mathieu ? Et dans ces cas-là, félicitations, mais c'est très compliqué, 5 entraînements, de tout changer pour un seul joueur. Ou est-ce que ils ont changé? Et là, je commence à avoir je suis quasiment sûr d'avoir la réponse. Voilà, en fonction des zones où sont les rucks sur le terrain. Mathieu Jalibert, il a souvent été, tanné pour sa défense, lancé pour sa défense. En 2 matchs, il a manqué un plaquage. Voilà. Est-ce que ça met fin au débat aussi sur la défense de Mathieu Jalibert? Et il en a pas fait 3. Il en a fait une 7 sur 0, 7 réussis aujourd'hui. Ouais. Ouais, il en a fait un peu moins que Gégou aussi, vous en avez pas parlé, mais alors... Gégou, mais Gégou, il en a manqué 2. Gégou, il en a manqué 2, c'est honteux. 18 plaquages, Gégou. Et ils sont de plus en plus offensifs, hein, les plaquages de Gégou. C'est ce que j'allais dire, Jean-Baptiste, c'est surtout sur l'impact que dégage Oscar Gégou quand il touche son attaquant adverse, c'est de plus en plus impressionnant. Ouais, alors dans l'ordre, donc vous parliez de la défense de Mathieu. En fait, quand tu as un joueur comme ça, qui a autant de qualité, tu le prends pour ses qualités. Et forcément, lui, de son côté, il a fait un petit travail pour développer ses points faibles en club avec un entraîneur spécifique de la défense, etc. Mais d'abord, tu le prends pour ce qu'il est. Si tu prends Mathieu Jalibert pour filer des planches, tu te trompes. Voilà. Donc, il est souvent placé au fond du terrain, et quand il a un plaquage à faire, il l'enlève pas. Et d'ailleurs, il sauve un essai près de la ligne avec Ramos qui se fait prendre un et voilà. Pour ce qui est de Gégou, c'est quand même dans les mecs de l'obscur avec Jelonche, parce que c'est vrai que vous dites, il est toujours un peu en retrait, mais il faut voir comment ça ferraille dans les rucks offensifs avec Cross, tous ces mecs-là. C'est quand même des mecs, ce dont tous on est en train de parler, que ça soit les replis sur les jeux au pied haut, les premières passes, que ça soit après le 10, après le 9, ces mecs-là, ils ont un abattage incroyable. Et Gégou, dans sa façon de se mouvoir, de plaquer, de se relever, le retour au jeu, ce qu'on regarde beaucoup, nous, quand on est entraîneur, c'est-à-dire qu'il faut qu'on mène 3 secondes, faut être sur les pieds, redisponible pour replaquer. Lui, là, c'est incroyable. Alors, 92 et des poussières de kilos, mais alors, quelle énergie, et de plus en plus de plaquage haut, parce que je crois que, mais ça vient surtout de leur répartition sur la défense collective. On est bien plus mobile qu'au mois de novembre, on s'étire mieux,
on est bien en retrait discipliné, donc on prend pas de pénalité, on peut impulser et monter plus fort. Et donc du coup sur la deuxième passe, lui va chercher les mecs et on plaque très bas en plus, donc il est culbute. Donc les plaquages offensifs, c'est pas des plaquages qui font reculer l'adversaire, c'est des plaquages qui sont faits en deçà de la ligne d'avantage. 54-12, succès de l'équipe de France aujourd'hui face au Pays de Galles, qui plus est à Cardiff. Résultat quasiment historique pour nos Bleus. Vous avez envie d'en parler avec nous? Eh ben on vous attend au 0826 300 300 sur Sud Radio, la radio du rugby. On est ensemble jusqu'à 19h avec Jean-Baptiste Elissalde et Philippe Spanghero dans Au cœur de la mêlée. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Papa, j'ai un mini Monopoly version hippopotamus dans mon menu. Oui, en plus en ce moment chez Hippopotamus, le menu enfant est à 4,90 € au lieu de 8,90 €. Un plat, une boisson, un dessert et une surprise pour se régaler et s'amuser en famille. Rendez-vous dès maintenant chez Hippopotamus, Steakhouse à la française. Offre valable jusqu'au 1er mars 2026 pour 2 menus enfants maximum pour l'achat d'un plat adulte hors entrée et dessert valable sur place. Prix conseillé, voire restaurant participant sur hippopotamus.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. Sud Radio Montpellier. 104.7. Sud Radio. Besoin de changer votre pare-brise? Oui, mais après. D'abord, je vais chez Burger King. On peut gagner sa commande au drive. Si vous le réparez chez nous? J'ai dit non. Vous changerez votre pare-brise plus tard. Jouez d'abord à la drive roulette chez Burger King. Tournez la roue et tentez de gagner votre commande. En ce moment chez Burger King. Voir conditions détaillées, liste les restaurants participants sur burgerking.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. L'application Sud Radio est disponible sur votre smartphone. Retrouvez tous les contenus de Sud Radio à portée de main. Le direct en audio et en vidéo, les podcasts et toute l'actualité Sud Radio. Téléchargez l'application Sud Radio gratuitement sur votre smartphone. Sud Radio. Parlons vrai. BMW. Cette année, c'est décidé, vous vous remettez au sport. Et pour une fois, vous allez vous y tenir avec la BMW iX1 Finition M Sport. Jusqu'au 31 mars, profitez de la BMW iX1 Finition M Sport à 390 € par mois. Offre pour une BMW iX1 20 M Sport. LLD 48 mois, 40 000 km. Premier loyer 390 €. Opération coup de pouce de 3 381 € déduite. Réservé aux particuliers si accord BMW Finance. Conditions sur bmw.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Debar Automobile, négociant et mandataire automobile depuis 30 ans, présente Sud Radio, au cœur de la mêlée. On est ensemble jusqu'à 19h sur Sud Radio dans le cœur de la mêlée, toujours en compagnie de Jean-Baptiste Elissalde, de Philippe Spanghero, de Clément Combe et de vous au 0826 300 300. Et puis n'oubliez pas, 21h évidemment sur Sud Radio en direct, la rencontre entre le Stade Français et le Stade Toulousain. Alors on est revenu sur certaines individualités, on a parlé de Broboiry, on a parlé de Jalibert, on a parlé de Gégou et on a également parlé du jeu. William de Brive est avec nous. Bonsoir William. Toi, qu'est-ce que tu as envie de retenir de cette rencontre entre le Pays de Galles et l'équipe de France? La domination française, la faiblesse galloise, qu'est-ce qui t'a choqué, qu'est-ce qui t'a marqué aujourd'hui, William? Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on a une équipe qui défend bien. Après, c'est vrai que l'organisation galloise était pas sans faille. En revanche, ce que j'ai apprécié, c'est notre capacité à offensivement à être dangereux, en gros, sur toute la largeur du terrain. C'est vrai qu'on avait une équipe jusqu'à présent qui était assez costaud. On était capable d'être bon sur les bancs de récupération, mais on ciblait quand même plus ou moins les mêmes zones. Et là, je nous ai trouvé extrêmement compliqué à défendre. Bien sûr, à voir face à une équipe qui est beaucoup plus dense sur son premier rideau. Mais en tous les cas, je trouve que techniquement, on est très juste, notamment avec ces fameux offloads, mais même devant la défense, je vous ai trouvé plutôt propre techniquement, ce qui nous permet d'aller toucher ces fameux couloirs. Et en fait, on devient, je trouve, de plus en plus difficile à lire et de plus en plus difficile à défendre, à voir face à un adversaire de plus haut niveau. Mais en tous les cas, par rapport à notre organisation et ce qu'on met en place, j'ai trouvé ça très intéressant. Jean-Baptiste, t'es d'accord avec cette analyse sur le fait d'être beaucoup plus intéressant sur le large? Oui, il est évident que quand on passe plus souvent autour du 10, déjà on bat beaucoup plus de défenseurs autour des rucks, et en plus de ça, nos avants qui se situaient à peu près il y a 2 ans en moyenne à 3 mètres d'Antoine Dupont pour les passes, aujourd'hui se situent à 13 mètres du coup, puisqu'il y a 10 mètres entre la passe de Dupont et Jalibert, et ils se situent tous en enfilade après eux. Quand on a vu sur 2 passes, sur la première action, on a fait quasiment
à peu près une trentaine de mètres, et on a joué en pivot. Donc on a traversé quasiment la moitié d'un terrain en 2 passes, et avec la passe pivot, on est vite arrivé dans les couloirs, ce qui vous donne cette impression de plus vite y aller qu'auparavant, puisqu'on avait auparavant passé faire 2 voire 3 temps autour de Dupont avant d'aller toucher ces couloirs, et c'était beaucoup plus frontal et axial. Philippe, question pour toi sur le jeu, pour peut-être un peu finir ce pan-là. Est-ce qu'on s'est permis des choses qu'on ne pourra pas faire face à l'Italie, par exemple, dans toute cette idée de jouer au large, de proposer, de multiplier les passes après contact? C'est-à-dire qu'on a trouvé beaucoup de solutions, surtout en début de match sur les extérieurs, parce que comme on dominait les collisions, on a mobilisé les Gallois autour des rucks, et donc il y avait beaucoup de solutions. On avait de l'espace peut-être sur les extérieurs, beaucoup plus qu'on pourra l'avoir contre des équipes avec qui on doit bagarrer beaucoup plus, parce que malgré tout, on a fait un bon match sur les zones de ruck. Je crois qu'il y a 7 rucks gagnés, mais on n'a pas été très en danger. Enfin, les Gallois ont eu des sorties de balles globalement plutôt lentes. On n'a pas eu besoin de ferrailler beaucoup, donc ça explique aussi pourquoi peut-être on a eu autant de facilité à faire circuler le ballon. Donc certainement que ce sera plus compliqué face à d'autres oppositions. Merci Philippe. Je voulais en venir maintenant sur le coaching. Ça avait été un des gros points d'interrogation du premier match. On avait vu 6 joueurs rentrer d'un coup à la 50e ou à la 51e. Tout le 5 de devant changé, plus Calvin Gourg et un 3e ligne. Là, on a eu un coaching en plusieurs temps, entre guillemets. Toute la première ligne, Lamotte, Netty et Montagne qui rentrent à la 51e. 1 minute plus tard, on a Flamand, Meafou et Nouchi. Et puis, juste après, 59e entrée de Baptiste Serin, 68e Noah Néné, pour sa première sélection, d'ailleurs, tout comme Fabien Broboiry. Jean-Baptiste, est-ce que c'était la bonne option, ce coaching, encore une fois, massif autour de la 50e, avec des avants frais pour remplacer ce 5 de devant fatigué français? Je crois que, en fait, je crois que c'est le seul retour négatif qu'on avait un peu eu dans différents médias et dans la Vox Populi après le premier match. Et Fabien, il l'a très bien lu, Fabien Galtier. Et il a refait la même. Alors oui, il y a une petite minute. Oui, il a laissé une minute, c'est histoire de dire je vous ai écouté, mais avec un sourire taquin. Regardez, j'étale mon coaching. Comme il fait. La seule nouveauté, en fait, c'est Dupont qui sort un tout petit peu plus tôt et qui laisse un peu plus de place à Baptiste. Après, l'écart était déjà beaucoup plus grand, et puis c'est pas mal aussi de voir Baptiste. Aussi. Puis Baptiste Serin fait plutôt une bonne entrée aussi. Même, est-ce qu'elle t'a énervé, toi, sa petite Chistera comme ça là? Oui. Aïe. Alors c'est tout à fait ce qui peut énerver, connaissant beaucoup d'entraîneurs et notamment Fabien. C'est tout à fait ce que Baptiste, avec tout le talent qu'il a, parce qu'il a réussi, voilà, mais celle-là, elle est un peu forcée, elle est pas très utile, et malheureusement, à défaut de faire voir tout ce qu'il a fait de bien quand il est rentré, ça peut rester comme malheureusement il en a fait un petit peu trop, quoi. Voilà, il y avait juste un petit plat du pied sécurité, c'était gagné, quoi. Il a fait une superbe entrée. Après, sur son premier ballon, les 3 premiers ballons qu'il fait, il gagne 30 mètres quasiment à chaque fois qu'il touche le ballon. Non, il avait fait une superbe entrée, mais on le retient. Ça reste dans la tête, voilà, dans la tête d'un entraîneur, c'est putain, il a du talent, il nous fait, mais alors, pourquoi il fait ça? Pourquoi? Et ça reste. Malheureusement pour lui. Mais bon, après, il y a rien à dire. Il a fait une rentrée quasi parfaite, totalement parfaite. Voilà, hormis ce petit geste en trop. Jean-Baptiste et Philippe, est-ce que d'un point de vue individuel sur les joueurs qui étaient présents sur le banc des remplaçants, est-ce qu'on retient encore une fois l'entrée positive de Lenny Nouchi? Oui. Parce que au final, on demandait à voir. On aurait sans doute dû voir en novembre s'il ne s'était pas blessé. On a vu il y a 10 jours face à l'Irlande, mais il était rentré à l'heure de jeu. Il était rentré juste après en remplacement de François Cross. Là, il rentre avec les autres. Il a une demi-heure. Et une fois de plus, on voit que dans cette bataille des 3e lignes qui est absolument immense avec cette génération en vue des prochains tournois et en vue de la Coupe du Monde. Par exemple, des Boudehans qui sont restés Aldrit qui sont restés à la maison, quoi. On a la sensation de voir un joueur qui saisit sa chance, qui montre ce qu'il vaut depuis le début de saison.
Ouais, en fait, moi j'ai eu la chance de l'entraîner et vous pouvez pas imaginer à quel point c'est un joueur de rugby, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'il est bon, quand on fait un toucher, il est bon. Quand on est dans les hautes intensités et que ça tabasse dans des exercices de collision d'intensité combattue, il est très bon. Et quand on met les deux et quand on joue au rugby, il est très bon. Et en plus de ça, on a l'impression, avec sa calvitie naissante, qu'il est vieux avant l'heure et qu'il dégage déjà une emprise sur les autres. Et déjà capitaine de son club, Montpellier. Voilà. Donc il a tout pour lui aussi, à l'image de Broboiry, bousculer les hiérarchies. Alors il y a tellement de monde. Mais la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on joue avec 5 troisième lignes. Donc on en a besoin de presque 12 sur la feuille. Non, pas 12 mais 8 ou sur la feuille de match. Donc ça laisse la porte ouverte à des joueurs comme ça. Mais c'est vrai qu'on avait discuté avant le tournoi et moi je le voyais débuter quasiment. Justement pour en revenir à ces choix de troisième ligne, William de Brive qui est avec nous au 0826 300 300. Est-ce que toi tu conserverais pour le prochain match cette deuxième ligne Guillard-Olivon avec la troisième ligne Cross, Jelon, Gégou, ou tu ferais quand même des petits ajustements avec pourquoi pas le retour de Flamand parmi les titulaires ou un Nouchi qui pourrait intégrer pourquoi pas cette troisième ligne, même si c'est difficile d'en sortir un, William, toi? La deuxième ligne, je la toucherai pas parce que Charles Olivon, aujourd'hui c'est l'homme du match. Il y a pas. Mais c'est terrible pour Flamand. Qui a jamais démérité. C'est terrible pour Flamand, mais Charles Olivon, c'est capitaine du RC Toulon, c'est bon en 6, c'est bon en 7, c'est bon en 8, et aujourd'hui c'est le meilleur en 4. Et il apporte, je trouve, il a des qualités athlétiques qu'ont également Flamand. En revanche, il a des très belles mains, Charles. Il est capable d'être le premier soutien sur un 3 quarts pendant qu'il perce, qui passe les bras. Il est capable de faire jouer. Il est capable de finir les coups. Il y a très peu de troisième ligne ou de deuxième ligne de 2 mètres capable de finir les coups aujourd'hui sur le circuit mondial. Pas qu'au Pays de Galles et sur les petites nations, même au très très haut niveau. Des profils comme Charles Olivon, il y en a pas beaucoup. Donc, et je laisserai. On a besoin de le voir aussi face à toutes ces oppositions parce qu'il est très clairement le premier choix numéro 4. Et en troisième ligne, j'aimerais voir Nouchi débuter parce que il est excellent lorsqu'il rentre, bien évidemment, mais je crois qu'il sera encore meilleur titulaire parce que comme disait Jean-Baptiste Elissal, qu'il connaît mieux que quiconque là, mais malgré son jeune âge, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de responsabilité. Et pour moi, il sera encore meilleur quand il sera titulaire. Il sera encore meilleur lorsqu'il aura des responsabilités, que ce soit sur la partie défensive, que ce soit sur la conquête. Plus il va jouer, plus il aura des responsabilités. Plus il sera bon. Je suis d'accord sur le fait d'entrer Nouchi, mais tu sors qui? Eh oui. On peut sortir. Jelon, après en 8 paraît plaire à Fabien Galtier avec son côté combattant, mais aujourd'hui un Oscar Gégou peut très bien débuter un match sur le banc, être l'impact player performant qu'il a été. Il est excellent, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on n'a que des joueurs excellents. Donc quel que soit le turnover réalisé, ça sera un très bon qui va jouer à la place d'un très bon. Mais j'ai vraiment hâte en fait de voir Nouchi avec tout son potentiel et cette capacité qu'il a à débuter les matchs et être un joueur leader et un joueur important d'un collectif. Jean-Baptiste, toi, face à l'Italie, qui s'annonce quand même être un adversaire un petit peu plus redoutable que cette équipe du Pays de Galles, est-ce que tu gardes justement ce 8 de devant ou est-ce que tu fais des ajustements avec pourquoi pas le retour de Flamand, l'intégration de Meafou, on sait jamais, ou alors Nouchi en titulaire? Est-ce qu'on a vu, hormis blessure, du changement cette semaine dans l'équipe? Non. On est d'accord. La seule donnée qui peut changer les choses, c'est le fait d'avoir un peu moins de récupération. Et là, peut-être que sur la fatigue, un coup, quelque chose, il peut y avoir voilà. Après, qu'on mette Flamand en 4, Olivon en 8, à côté de Nouchi et de Gégou avec Cross ou pas Cross, j'ai l'impression que ça change pas grand-chose. J'ai l'impression qu'on est. Après, ce ne sont que des détails sur la touche. Est-ce qu'on va défendre le côté aérien? Est-ce que Flamand est meilleur contreur que Olivon? Comment on le place? À quel moment? Les tâches qu'ils ont effectuées, la fatigue que ça peut engendrer. Mais sincèrement, ça se joue à des détails que même nous on a du mal à avoir parce que ça serait c'est pour le contre en touche et des choses qui sont très stratégiques et que comme on ne vit pas à l'intérieur, on peut pas s'en douter aujourd'hui. Et surtout, Jean-Baptiste, on a la sensation que la confiance donnée aux joueurs et notamment aux titulaires pour Fabien Galtier, c'est presque aussi important que
que de la rotation ou que de l'adaptation à l'adversaire. Ça l'a souvent été et quasiment toujours été avec Fabien, et ça lui a même été reproché, et aujourd'hui ça va lui être mis à son crédit. C'est la vie d'un entraîneur. Des fois on change les équipes, on change une équipe qui gagne et on se trompe, des fois on continue à la mettre, elle continue à gagner, on dit qu'on est des génies, mais c'est souvent les joueurs qui ont la solution, et aujourd'hui on a énormément de très bons joueurs, donc quel que soit l'ordre du loto, ce ne sont que les numéros dans le dos qui changent, les profils de joueurs sont quasiment les mêmes. Et avant de passer au top 14 dans un instant sur Sud Radio, la radio du rugby, Philippe, avant le tournoi, il y avait une question, une interrogation, c'était sur le poste de pilier droit, hein, où là on voit que Dorian Aldeguerri enchaîne. Est-ce que pour toi Dorian Aldeguerri a fait taire la concurrence et c'est acté, ce sera lui le titulaire jusqu'à la fin, ou est-ce qu'il peut y avoir du changement? On a vu Tatafo revenir par exemple avec Bayonne, marquer un essai. Est-ce que ça c'est une possibilité aussi, ou ça y est, c'est fait, c'est acté, Aldeguerri reste? Il a marqué un essai, il va être titulaire, Tatafo. Bah, il a été appelé, il avait pas joué une seconde en top, il avait joué même pas 20 minutes en top 14, donc on sait jamais, tu vois. C'est un profil différent. C'est un des postes peut-être où derrière Dorian Aldeguerri, personne ne s'impose vraiment, et c'est vrai que aujourd'hui, bon, on n'a pas parlé du temps de jeu effectif, mais il fallait quand même tenir le rythme. Donc Dorian Aldeguerri a fait son match. On sait que voilà, c'est pas le joueur qu'on attend le plus dans la mobilité. Il n'a pas eu beaucoup de mêlées pour se montrer aujourd'hui non plus. Il n'a pas eu beaucoup de mêlées, même si en conquête, c'est peut-être notamment sur le moment du coaching. Il y a une mêlée où on s'est fait renverser complètement, donc il y a eu très peu de mêlées en effet, mais sur le coaching peut-être en première ligne, il y a une petite question à se poser en mêlée fermée. Mais non, c'est vrai que ça fait partie des postes où il y a encore beaucoup de questions. Et juste pour finir sur le débat que vous aviez tout à l'heure, c'est quand même compliqué parce que là, maintenant, tous les matchs vont être importants parce qu'avec la nouvelle configuration des tournées d'été, enfin de la Coupe du Monde, enfin, je sais plus comment le nom, je m'y perds entre la Coupe du Monde des clubs et puis la Coupe des champions des nations. Donc, il n'y a pas le même enjeu sur ces tournées d'été. Donc, tous les matchs comptent peut-être un peu plus qu'avant. Et finalement, il reste peu de matchs. Donc, il y a une stratégie aussi à mettre en place. Parce que les joueurs, il faut les voir sous la pression, dans les matchs à enjeu. Et donc, on a besoin de certitude pour préparer l'échéance de la Coupe du Monde. Donc, il faut alterner entre, du côté du staff, pour moi, l'équilibre entre maintenir la confiance d'une équipe qui gagne et des joueurs qui font des bons matchs, et à la fois laisser leur chance à des joueurs pour démarrer. Et donc, on verra comment Fabien se comportera pendant ce tournoi, mais c'est un peu délicat. Peut-être qu'il y a quelques joueurs qui mériteraient de démarrer, et ça, c'est difficile à faire. Ouais, allez, dans un instant sur Sud Radio, on va revenir sur cette journée de top 14, parce qu'il n'y a pas que le tournoi destination ce week-end. On va découvrir le podium de Jean-Baptiste Elissalde et le podium de Philippe Spanghero. Et puis, je vous rappelle qu'à 21h sur Sud Radio, il y a un sacré match qui nous attend. Stade Français face au Stade Toulousain, avec un excellent commentateur, un certain Clément Combe. Et je dis pas ça parce qu'il est en face de moi et qu'il me menace physiquement, c'est une évidence. Et puis, j'aurai aussi des places à vous faire gagner pour un autre match du Stade Français. Ce sera le 28 février. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Allez, on est ensemble jusqu'à 19h dans Au cœur de la mêlée. On va revenir maintenant sur cette journée de top 14. Juste avant, je vous rappelle que sur Sud Radio, on vous offre vos places pour la 18e journée de top 14. Le match sera Stade Français USAP le 28 février à 16h35 exactement. Pour emporter vos places, vous envoyez Sud par SMS au 72018. Sud par SMS au 72018 pour emporter vos places pour Stade Français USAP. On remercie William d'avoir été avec nous au 0826 300 300 et on passe, messieurs, au podium de Jean-Baptiste Elissalde et de Philippe Spanghero pour cette 17e journée de top 14. Je vous rappelle rapidement les résultats. UBB Castres 57-32 pour l'UBB. La Rochelle a perdu à domicile face à Montpellier 43-33. Succès du Racing à Bayonne 41-36. Victoire du Loup face à Montauban 73-12. Et puis Toulon a perdu à domicile face à Clermont 34-14. Et messieurs, Philippe et Jean-Baptiste, vous avez décidé de me faciliter la tâche parce que vous avez le même podium, mais absolument dans le sens contraire. Personne n'a mis la même équipe sur la même marche du podium. Alors on va démarrer avec la médaille d'or de Jean-Baptiste Elissalde qui a décidé de mettre en lumière une équipe de l'ASM. Jean-Baptiste.
Ouais, l'ASM que j'attendais au tournant parce que fait de haut, de bas et qu'avait un coup à jouer. Je pensais que ça allait être un peu plus serré. Bon, ça l'a été après un très bon début de match. Mais c'est surtout dans l'animation offensive que je les ai trouvés différents. Ils ont joué 2 fois après le 9. Alors à l'inverse de l'équipe de France, vous avez eu avant de toucher les couloirs 2 fois après le 9. Et ils ont tourné le jeu tous ensemble. C'était bien. Ça leur a permis de prendre beaucoup de vitesse. Au milieu de ça, on a l'habitude, vous savez, de parler des 5/8e, des 10 qui joue en position de numéro 12 pour utiliser le jeu au pied. Et là, à Montferrand, on a un 12 qui joue en position de 10. C'est Plummer qui a pesé sur les défenses, qui prend énormément de contacts, d'intervalles. Un 10 un peu différent des autres. Et un Lolala au milieu de terrain qui a été très bon pour moi. Alors, on va se mélanger un petit peu, mais Philippe, toi, Clermont, c'est ta médaille d'argent du podium. Oui, je vais rebondir dessus. J'ai hésité, j'ai mis le Racing devant et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est ma médaille d'or. Mais c'est vrai que pour Clermont, en effet, c'était un match important. La dynamique, on sent qu'elle s'inverse du côté clermontois. Il y a quelques semaines, on en avait parlé. Dans cette course au top 6, on les sentait un peu avoir décroché parce que ils étaient beaucoup trop irréguliers et à l'extérieur, ils avaient beaucoup de mal à enchaîner des performances après des bons matchs à domicile. Et donc là, il leur fallait un match référence, un déclic. Et le discours de Christophe Furios après le match dans le vestiaire qu'on a vu chez nos amis de Canal montre que voilà, il a voulu mettre beaucoup de sérénité dans tout ça, expliquer à ses joueurs que c'était pas un exploit qu'ils avaient réalisé au RCT. On l'a dit souvent et on a eu des joueurs de Clermont qui disaient que ça travaillait bien dans la semaine, c'était un groupe serein qui savait bosser, mais ils avaient du mal à convertir ça. Et donc ils ont fait leur match référence à l'extérieur pour lancer peut-être une fin de saison dans la course au top 6. Garde la main, Philippe, toi, ta médaille d'or, c'est le Racing 92. Ouais, le Racing, parce que je l'ai dit hier soir, mais en début de saison, on ne savait pas trop à quoi s'attendre avec cette équipe. On l'a dit, il y a un vrai changement de stratégie du côté du Racing. On a tourné la page des stars et des grands joueurs. On s'est tourné vers la formation locale. On a fait le pari de la jeunesse et donc on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Ils ont eu un début de saison un peu compliqué. On pensait que ça allait être dur pour eux. Et puis, ils s'accrochent à domicile, ils prennent des bonus. Ils ont fait quelques bons matchs à l'extérieur. Il leur fallait aussi aller chercher une belle victoire à l'extérieur. Il y avait beaucoup de pression parce que Bayonne, sous pression, avait besoin de points aussi à domicile. Et ils ont fait le coup parfait, je l'ai dit hier, ils ont bien joué le coup. Et donc, cette équipe du Racing qu'on n'attendait pas, avant le match du Stade français de ce soir, elle se retrouve dans le top 6 et c'est une belle surprise. Le Racing, tu l'avais aussi mis sur ton podium, Jean-Baptiste, mais toi à la 3e place. Ouais, à la 3e place parce que c'était pour moi de la médaille. Déjà, ils jouaient pas contre la même opposition que les 2 autres équipes. La Rochelle et pour moi et Toulon sont un peu plus solides et c'est plus difficile d'aller gagner qu'à Bayonne, même si ça se prouve pas dans les statistiques. Mais au vu du contexte, je l'ai mis 3e. Ils ont été plutôt bons dans les transitions, sans ballon, costauds. Ils ont récupéré des ballons. Ils ont été aussi un peu meilleur dans le coaching avec un banc avec pas mal d'expérience, même si Sun est tout jeune, il a apporté de la stabilité, Ficou remplaçant et ça leur a permis de mieux gérer ça a permis de mieux gérer la fin de match. Et puis une mention spéciale à Baudonne pour son activité. Alors hormis les essais qu'il marque, il a fait quand même un sacré match. Et puis à son âge, déjà 100 matchs avec le Racing, c'est quand même assez impressionnant. Ta médaille d'argent, toi, c'est le MHR, Jean-Baptiste. Ouais, comme je l'ai dit, alors je les ai classés comme ça. Pour moi, il est plus difficile d'aller s'imposer d'abord à Toulon, puis après à La Rochelle, puis après à Bayonne, au vu des contextes actuels. Donc le MHR, toujours avec les mêmes ingrédients, une défense haute, une conquête vraiment très forte, et une mêlée à l'image d'Ouk Patin, très conquérante, stigmatisée par ça, qui a martyrisé assez souvent la mêlée rochelaise, et derrière un joueur qui commence à devenir une pièce maîtresse alors qu'il avait été pas mal critiqué, c'était Miotti, l'ouvreur, qui a concrétisé tous les coups de pied. C'est l'une des rares équipes qui a, au début de match en tout cas, pour coller au score, tenté des pénalités même dans les coins, et il a eu tout mis, je crois, hormis la dernière, mais le match était plié. Philippe Spanghero, tu voulais aussi signaler la belle performance du MHR que tu as mis toi sur la 3e place de ton podium.
Oui, pour pas faire exactement comme Jamba, parce que c'est vrai que c'est une performance à souligner, même si honnêtement on savait qu'elle allait arriver. Il y a une montée en puissance à l'extérieur de cette équipe du MHR qui était quand même très solide sur les bases à domicile et qui était passé près à Bayonne d'abord et puis à Toulon. Donc on savait que le coup allait arriver. Ils l'ont fait à La Rochelle qui est vraiment en difficulté quand même à domicile. On sent que le mal est un peu profond dans les têtes rochelaises en ce moment, mais cette équipe du MHR, voilà, elle confirme son statut d'une équipe qui va être dure à prendre. Voilà, très solide sur les fondamentaux, Jean Baladi en conquête. Enfin, ils nous l'ont montré à domicile et on savait que le coup allait arriver à l'extérieur. Ils l'ont fait hier. Ouais, on va passer à vos flops. J'aime beaucoup l'intitulé du flop de Jean-Baptiste Elissalde, les défenses du Super Top 14. Alors dis-moi tout, Jean-Baptiste. Ouais, parce qu'on a l'habitude de dire que dans l'hémisphère sud et au Super 14, on se concentre beaucoup sur l'utilisation du ballon et un peu moins sur les défenses. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans le même, des 13 essais dans le match de Bayonne, Castres, des scores fleuve, beaucoup d'essais encaissés, beaucoup d'essais marqués. Alors bien sûr que les attaques ont énormément progressé, mais j'ai l'impression que le focus défense, et d'ailleurs on en entend moins parler dans les staffs des entraîneurs de défense spécialisés, voilà. Donc je mettrai mon flop pour les défenses du Super Top 14 et plus particulièrement quand même celle du RCT avec 26 plaquages manqués dans du 1 contre 1 et ça a été très compliqué pour eux après du coup d'absorber les assauts de la SM. Juste avant de passer au flop de Philippe Spanghero, je veux vous faire écouter Pierre Mignoni en conférence de presse. Il était quand même assez inquiet et il remettait même en question son avenir. Écoutez-le. Tu as le droit de poser la question, je vais bien réfléchir. Chaud comme ça, j'ai pas d'option là, je te dis. À chaud, je peux pas. Ce que je vais faire, j'en sais rien. Ce que je peux te dire, c'est que là, effectivement, tu as raison, ça répond pas quoi. Donc j'ai connu des moments comme ça avec des joueurs qui avaient perdu des matchs, et on a perdu des matchs ici, même avec la grande l'équipe à l'époque. Hein. Seulement derrière, ça réagit, tu vois, et les joueurs ils passent devant. Je sais pas si on va passer devant. Je sais pas. Est-ce qu'on doit être inquiet pour l'aventure Pierre Mignoni dans le Var, Jean-Baptiste ? Je crois pas. Ou c'est juste pour faire réagir là ? Oui, il l'avait déjà un peu fait la semaine dernière après Pau en disant des choses qui vont changer. Des choses qui vont changer. Ça voulait dire que voilà, même peu importe le statut que t'as, si tu fais des fautes sur le terrain ou que tu plaques pas, tu joueras pas. Le problème c'est qu'il a tellement de joueurs qui plaquent pas que je sais pas comment il va faire l'équipe. Et c'est pas forcément de sa faute à lui ou à son staff si l'équipe est pas dans des bonnes dispositions pour ce qui fait notre essence du rugby, que ça soit à Toulon ou dans une fédérale 2, c'est-à-dire le combat, l'abnégation et l'envie de faire mal à l'adversaire, de se mettre en face, voilà. Il est dans une période creuse, en effet. Toulon a été plutôt bon, en tout cas moyen plus à domicile, ce qui leur a permis de gagner les matchs. Pas très très bon à l'extérieur, il a eu du mal à s'exporter à la première journée. Donc on attendait ça, et là aujourd'hui c'est une grosse défaillance. Alors bien sûr, il a en manqué 5, voire 2-3 blessés en plus, ça fait 8. Ça c'est des excuses, mais connaissant Pierre, il se satisfera pas de ses excuses, et peut-être que voilà, il sera conforté par son président dans les prochains jours. Le flop de Philippe Spanghero, c'est Bayonne, mais je vous propose, messieurs, puisqu'il nous reste une petite minute, juste de finir par le traditionnel qui je suis entre Philippe et Jean-Baptiste. Clément, je pense, a envie de mettre aussi sa petite pierre à l'édifice. Alors je vous ai proposé l'édifice avec ses deux concurrents. Oui, non, à chaque fois qu'il y en a un qui s'est mis à jouer avec eux, ils ont été ridicules. Donc bon, le premier joueur, on va parler des joueurs qui ont joué en équipe de France. Le premier joueur est né en 1970 à Pau. Il a commencé sa carrière en junior à Hydron-Lay, puis à l'Avenir Bizanos. Il est retourné à Hydron-Lay et il démarre sa carrière en senior à la section paloise avant de rejoindre l'Union Bordeaux-Bègles, de retourner à Pau, d'aller à Biarritz. Avec Biarritz, il est champion de France plusieurs fois. Il finit à Cap-Breton. Il a 41 sélections quand même en équipe de France pour 130 points marqués. Baptiste Bernatsal. Bernatsal, 1 point pour Baptiste. Je savais pas qu'il avait joué à Bordeaux.
Bah voilà, écoute. Moi non plus, mais c'est les 70, l'année 70. Bon. Voilà, un autre joueur. Un coup de chance. Profil différent, né en 1968. Il a donc 57 ans aujourd'hui. Il a joué à Cahors, à Agen et au Saracens aussi. Philippe. Je l'ai. Benazi, exactement, Benazi. Et allez, pour vous départager, messieurs, on va jouer la belle entre vous deux. Tant pis pour Clément qui aura fait de la figuration. Un joueur né en 71, il a donc 54 ans. Il a démarré à Bayonne en professionnel avant d'aller à Brive, à Agen, de retourner à Bayonne et de finir à Saint-Médard. Oui. Titou la maison. Titou la maison, victoire bien joué, de Philippe Spanghero. Et ce sont des noms que vous allez retrouver sur Sud Radio dans les prochaines semaines, puisque ce sont les prochains invités de Michel Lavigne dans la rubrique Salut l'ancien, et ce dès samedi prochain. Vous retrouverez Abdelatif Benazi. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jean-Baptiste, Philippe, on se retrouve la semaine prochaine. Pour une fois que tu sors un bon thème et que tu me permets de ressortir la tête de l'eau, merci. Mais ça me fait plaisir. Allez, nous, on va se retrouver dans quelques minutes avec Judith Belair pour cet excellent sur Sud Radio. Et puis n'oubliez pas, rendez-vous à 21h pour encore plus de rugby sur Sud Radio. Stade français, Stade toulousain avec Clément Combe au commentaire, accompagné de Cyprien Bétou. Bonne soirée sur Sud Radio. Debar Automobile, négociant et mandataire automobile depuis 30 ans, vous a présenté Sud Radio, au cœur de la mêlée.